Bonjour à tous, il est 13h à Abidjan, maintenant les titres de votre édition. La situation est calme depuis ce matin dans la ville d'Abidjan. Les populations vaquent à leurs occupations après les tirs entendus hier dans la soirée. Le point de la situation donc dans quelques instants. Et hier après-midi, il y a eu un conseil des ministres, réunion intervenue après le réaménagement technique du gouvernement opéré à la mi-journée, la synthèse du conseil avec la réaction de quelques ministres, et c'est tout à l'heure. Dans ce 13h également, zoom sur Zambakro, c'est une école de formation des officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie. Aujourd'hui, la sortie de la promotion Abdraman Sissi. Hier, à Abidjan, des tirs ont été signalés aux environs de 22h30 vers l'école de police de gendarmerie et au corridor de GESCO. Le calme est revenu ce matin. Le point de la situation avec Alexis Ouedraogo. Dans la nuit d'hier, mercredi 19 juillet, des tirs sont entendus à Abidjan, à l'école de police à Cocody et à Yopougon. Aux premières heures de ce jeudi matin, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et celui de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, sont sur le terrain. C'est peut-être trop tôt pour faire un point complet parce que les investigations sont en cours. Mais ce qu'on peut dire, c'est que hier nuit, l'école de police qui abrite un détachement du CCDO a été attaquée par des hommes en armes et visiblement dans le but de récupérer des armes. Et il y a eu une réaction de nos forces et on a retrouvé leur véhicule à Yopougon. Il y a eu un engagement entre nos forces et ces personnes. Et on a retrouvé l'armement qui avait été pris ici. Et les services sont en train de faire le point exact pour savoir s'il y a l'armement manquant. L'école a retrouvé son activité normale. Les élèves sont en train de faire le sport, d'autres sont en cours. Et nous avons passé un message de réconfort et de vigilance à nos hommes. À l'école de police, la vie a repris son cours. Rassemblement, entraînement et activités. L'occasion pour le ministre d'État de mobiliser les hommes. On est très déterminés. On ne peut pas laisser ceux qui veulent saboter le travail que vous faites prospérer. Vous avez tous mes encouragements avec ceux du ministre Diakité Sidiki. Et vraiment, on compte sur vous. Vous aussi comptez sur nous. On fera tout à l'heure un débriefing pour voir tout ce qui s'est passé et tirer les enseignements. Le tout nouveau ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, se veut rassurant. La situation est bel et bien sous contrôle. En témoigne la circulation qui a repris ce matin. Dans la journée d'hier, il y a eu un réaménagement au niveau du gouvernement. L'équipe enregistre donc 2 entrants, 4 ministres changent également de portefeuille. Et c'est après le réaménagement technique du gouvernement qu'il y a eu un conseil des ministres l'après-midi. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulé. Aussitôt réaménagé, le gouvernement se met au travail avec ce conseil des ministres comme à l'accoutumée, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les nouveaux venus au gouvernement, en remerciant le président de la République pour la confiance qu'il place en eux, se disent déterminés à tout mettre en œuvre pour mériter de cette confiance. Les défis relèvent évidemment des attributions du ministère. Ce sont les défis de la sécurité et aussi ceux de l'encadrement administratif à dispenser aux populations en administration déconcentrée et en administration décentralisée. Pour nous qui sommes les nouveaux, nous avons été très bien accueillis par tous les anciens. Et cela nous a vraiment mis à l'aise et mis en confiance pour la suite. C'est d'abord des sentiments de fierté et surtout de reconnaissance et de gratitude envers le président de la République, également envers le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Coulibaly, ainsi qu'envers tous ceux qui, ici ou ailleurs, ont pu contribuer à ce que cet événement-là se produise aujourd'hui. En sa qualité de ministre d'État, nouveau ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko exhorte les militaires à être toujours au travail dans le respect des règles et de la hiérarchie. La reconstruction de cette armée est un défi majeur, est une attente de tous les Ivoiriens. Je vais m'y engager avec détermination, avec sérieux, avec courage, avec fermeté, avec intelligence. Et j'ai confiance en ce que nous serons capables d'avoir des résultats
qui rassure les Ivoiriens, qui fasse que l'armée se réconcilie avec les populations, que l'armée se réconcilie avec elle-même et que nous puissions avoir une armée au service de la nation, une armée qui est forte, qui est disciplinée. Ce Conseil des ministres, on peut le dire, constitue une prise de contact surtout pour les nouveaux entrants. On en dénombre 2 au gouvernement toujours dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui détient désormais le ministère du budget et du portefeuille de l'État. Seul un ministre sort de cette équipe gouvernementale. Il s'agit de Abdourahmane Cissé qui devient conseiller spécial auprès du président de la République. 4 autres changent de portefeuille, à savoir Ahmed Bakayoko en tant que ministre d'État, ministre de la Défense, Alain Richard Donwaï qui occupe maintenant le ministère des Eaux et Forêts, Pascal Kwaku Abinan, locataire du ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public, et enfin Issa Coulibaly, nouveau ministre de la Fonction publique. On va maintenant au cœur des 8e Jeux de la francophonie, J-1, demain l'ouverture officielle. Hier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a livré le village Akwaba à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Désormais opérationnel. Et artistes attendus, la SOTRA a été désignée comme transporteur officiel des Jeux. 67 autobus et plus d'une centaine d'agents sont mobilisés pour assurer le service, nous dit Serge Kolia. 67 autobus affrétés par la SOTRA pour le transport des participants des 8e Jeux de la francophonie. La Société des transports abidjanais entend ainsi se donner les moyens de faciliter aux 4000 athlètes et artistes la navette entre les différents sites des Jeux et le village Akwaba. 4000 étrangers qui viennent, il faut assurer leur transport dans des conditions de sécurité, de confort d'abord. Et ensuite, en fonction des Jeux, nous allons faire en sorte que tous les sites de Jeux soient desservis par des lignes régulières afin de permettre à la population d'aller assister aux compétitions. Ces autobus entièrement dédiés aux Jeux sont, selon le directeur général de la SOTRA, équipés de toutes les commodités avec notamment une connexion Wi-Fi. Hommes et femmes, les agents de la SOTRA se disent conscients de la tâche. Je voudrais rassurer la population et ceux qui quittent même à l'extérieur pour venir, pour leur dire qu'ils seront transportés dans les meilleures conditions possibles parce que nous sommes des professionnels. Dès l'arrivée des délégations à l'aéroport, le transporteur officiel de l'événement se tient à leur disposition. Ce groupe d'artistes libanais, arrivé il y a 24 heures, apprécie déjà le service. Il y a beaucoup de choses qui se font, donc ça, je suis certain que ça va être des jeux très réussis. Les préparatifs vont très bon train, on se sent super à l'aise, puis ça nous donne envie de participer et de gagner éventuellement. La SOTRA rassure les usagers des autobus. Le service sur les lignes habituelles se poursuivra normalement durant les Jeux de la francophonie. Rappelons que l'entreprise a renforcé son parc automobile ces derniers mois de plus de 200 autobus. À 24 heures de l'événement, on va voir comment les artistes en compétition se préparent. Chacun veut faire honneur à son pays. Les détails avec Serge Kolia. Abou Bakayoko est antiquaire. Son métier consiste principalement à acquérir, restaurer des objets d'art et d'antiquité. Dans sa petite galerie, située à Williamsville dans le district d'Abidjan, il se prépare à faire découvrir l'art primitif africain aux milliers de visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire à la faveur des 8e Jeux de la francophonie. Notre objectif, c'est essayer de retracer notre histoire, comme ne pas laisser chaque fois notre objet historique partir d'une manière, parce qu'on va le perdre quand on n'aura rien à expliquer à nos arrières, à nos petits-enfants après. C'est au plateau au Jardin Bressol, un des sites des Jeux qu'il s'installe. Avec ses collègues de l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire, l'homme prépare activement ce rendez-vous international. Il va y avoir plus d'une cinquantaine d'objets, vraiment des chefs-d'œuvre qui seront exposés, des objets sculptés et tous les outils africains qui ont été utilisés avant du 19e jusqu'au 21e siècle. Gédéon Poda, lui, est photographe. Il est en compétition pour ses 8e Jeux de la francophonie.
C'est un mordu de l'objectif qui trouve son inspiration là où elle le surprend. J'aime tout ce qui est comme art. Donc quand je vois qu'il y a des mouvements qui me captivent net, j'aime immortaliser ça en images. Le jeune photographe espère glaner des lauriers et surtout faire décoller sa carrière à travers les nombreux contacts et opportunités qui s'offrent à lui. Je suis serein, je suis confiant. J'attends aussi que les autres athlètes et les autres participants. Et je suis en même temps un concurrent, mais en même temps, je suis leur tuteur. Comme les milliers d'athlètes et artistes venus de plus de 80 pays, Abou Bakayoko et Gédéon Poda se fixent au-delà de toutes leurs espérances un seul et même objectif, témoigner de la fraternité, de l'amitié et de la solidarité francophone à travers les arts et le sport. Demain donc, la grand-messe après l'ouverture des portes du village des Jeux hier, événement qui a coïncidé avec la livraison du nouvel Airbus A320 d'Air Côte d'Ivoire. C'est une grande première qui marquera à jamais l'histoire de l'aviation ivoirienne. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Semaine nationale de l'eau. Il s'agit de sensibiliser les populations sur l'importance de l'eau. Il s'agit également de faire le point des engagements pris en matière de gestion des ressources en eau. La déclaration du gouvernement ivoirien avec Grace Kando. Pour assurer une meilleure gestion des ressources en eau, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'initier une Semaine nationale de l'eau depuis janvier 2013. L'édition 2017 est marquée par une exposition dénommée le Salon de l'eau. En route pour l'émergence, quelle gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire face au changement climatique est le thème retenu. Il est reconnu que l'eau est un facteur essentiel pour le développement social et économique de toute nation, tant elle contribue à la sauvegarde de l'environnement, au bien-être des populations et à la production de richesses. Une stratégie d'utilisation et de protection des ressources en eau de manière durable a été définie, entre autres. Améliorer le système de protection des ressources en eau par l'exercice de la police de l'eau à travers les directions régionales des eaux et forêts sur les 4 grands bassins. Définir les dispositifs de protection des ressources stratégiques d'eau, comme c'est le cas de la lagune Aguien, et de bien d'autres sources d'approvisionnement en eau. Protéger les berges des cours d'eau et restaurer les écosystèmes liés à l'eau, notamment les forêts, les zones humides, les aquifères et pour garantir la disponibilité et la qualité de l'eau pour toutes les activités. Éviter les travaux qui entravent l'écoulement normal des cours d'eau, préserver les zones de réchage des nappes souterraines sont autant de conseils prodigués aux populations. À 13h13, gros plan sur Zambakro. C'est une école de formation des officiers. L'école fête aujourd'hui la sortie de la 48e promotion, faute de 80 élèves officiers d'actifs, dont 62 Ivoiriens. C'est la promotion baptisée Abdourahmane Sissé. En attendant le compte-rendu de notre reporter Abou Sanogo, découvrons l'établissement. Elle est aujourd'hui la seule école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. L'école des forces armées de Zambakro, située à 14 km de Yamoussoukro sur l'axe qui mène à la ville de Saint-Fra, est un véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale. Le colonel Jean-Hubert Wassena en est le chef de corps depuis le 7 février 2017. Je suis le 5e chef de corps ivoirien sur le site actuel de l'école des forces armées. Nos missions, c'est d'abord la formation initiale des officiers, ensuite l'application des officiers, la formation des futurs commandants d'unité et la formation des futurs officiers d'état-major et la préparation à l'entrée dans les écoles de guerre. Par ailleurs, l'on enregistre des réformes dont le fil directeur reste la modernisation et l'actualisation de la formation. La réforme passe par la nécessaire adaptation de la formation de ces élèves officiers et officiers stagiaires pour répondre aux défis du XXIe siècle.
de moderniser les moyens et les méthodes pédagogiques, mise en place d'ordinateurs, de kits pédagogiques, de bibliothèques, de matériel de sport, mais aussi d'actualiser la formation dans les domaines techniques et tactiques. L'EFA prépare sa fête annuelle, prévue pour se tenir ce jeudi 20 juillet, et qui sera marquée par la remise d'épaulettes de lieutenants aux médecins élèves officiers, de sous-lieutenants aux élèves officiers d'actifs de la promotion probité, et du baptême des élèves officiers d'actifs de première année. Nous avons eu des acquis sur la culture du militaire et la culture militaire. Physiquement aussi, nous avons été préparés à affronter toutes les difficultés et toutes les situations que nous aurons à rencontrer sur le terrain. Mais la formation est loin d'être achevée pour ces officiers. C'est la division de formation des officiers qui s'occupe de la formation initiale. La formation dure 2 ans. Après la division de formation des officiers, la promotion qui sort se retrouve directement à la division d'application pour faire le cours d'application d'infanterie motorisée. Et c'est une fois qu'ils ont fini leur 3e année ici qu'ils sont affectés dans les différentes unités. Et 3-4 ans plus tard, ils reviennent pour le cours de formation des commandants d'unité pour leur permettre de commander une compagnie. Et 3 ou 4 ans plus tard, ils reviennent pour le diplôme d'état-major qui leur donne les rudiments pour pouvoir travailler dans un état-major en tant qu'officier traitant. Pour faire acte de candidature, il existe 2 types de recrutement. Le recrutement direct et le recrutement semi-direct. Pour le recrutement direct, il faut avoir la licence avec maximum 25 ans et la maîtrise avec maximum 27 ans. Pour le concours direct, ils passent un concours et quand ils sont admis, ils rentrent à l'école des officiers. Concernant le concours semi-direct, il faut être sous-officier, avoir le brevet d'armes numéro 1 ou le certificat technique numéro 1, avoir le bac au moins et passer le concours des officiers. Mais quelles sont les perspectives de l'école des forces armées de Zambakro? C'est l'augmentation de nos capacités d'accueil afin d'être en mesure pour le cours capitaine et le diplôme d'état-major de pouvoir réaliser 2 stages par an et surtout l'augmentation de nos moyens pédagogiques et nos moyens de mobilité afin d'assurer une formation adéquate et efficiente à nos élèves officiers et à nos officiers. Une ressource humaine en encadrement motivé, une infrastructure en état et entretenue, un équipement et un renforcement des moyens pédagogiques en cours sont entre autres les atouts de l'EFA de Zambakro. Ici, à Abidjan, le nouvel inspecteur d'État Awa Ndoli Théophile a pris fonction depuis mardi. Il succède à Niamey Ngoran. Le point avec Noël Nyagno. L'inspection générale d'État a un nouveau locataire, Awa Ndoli Théophile. Il succède à Niamey Ngoran. Depuis ce mardi, il a pris possession de ses charges avec comme témoin privilégié Aoussou Jano, ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. À cette occasion, Niamey Ngoran, l'inspecteur général d'État sortant, a souligné sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui, confiance qui lui a permis de mener 6 ans durant des activités de sorte à hisser l'institution à un niveau enviable. Dès notre nomination en juillet 2011, le premier séminaire que nous avons organisé du 21 au 23 novembre 2011 nous a permis de redonner confiance à l'ensemble des corps de contrôle. La plateforme de collaboration avec les inspections générales des ministères a impulsé une nouvelle dynamique et un souffle nouveau à leur fonction qui ne doit ni ne devra plus jamais être une voie de garage, notamment avec la réforme de la gestion des finances publiques en cours. Une action saluée par Awa Ndoli Théophile, l'inspecteur général entrant, avant de souligner son ambition pour l'institution qu'il va désormais diriger. Au moment où je prends la tête de cette haute institution, je n'ai qu'une ambition, servir mon pays et contribuer modestement à la réalisation de la grande ambition de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, faire de la Côte d'Ivoire
un pays émergent à l'horizon 2020. Il a par ailleurs indiqué combien il est reconnaissant au chef de l'État pour lui avoir confié cette haute institution de l'État de Côte d'Ivoire. Pour mémoire, de 2011 à 2017, l'inspection générale d'État a réalisé plus de 400 missions. Le personnel a pris du volume. La maison compte aujourd'hui un personnel de 113 membres, dont 21 inspecteurs d'État, 15 contrôleurs d'État, 43 agents administratifs, 10 membres de cabinet, 17 agents de sécurité et 7 personnels de maison. Des entreprises portugaises s'ouvrent aux Ivoiriens. Ces entreprises exposent leur savoir-faire. C'est à l'occasion des journées promotionnelles organisées ici à Abidjan. Reportage Justine Sey-Djike. Des entreprises portugaises et ivoiriennes côte à côte pour se faire connaître en vue de séduire de potentiels investisseurs et attirer d'éventuels clients. Le transport aérien, le tourisme religieux, l'agro-industrie, le BTP, chaque entrepreneur y va de sa stratégie pour présenter ses produits ou ses services. On était parti pour mieux revenir. Donc là, on est revenu en force. Vu les rapports qu'on a entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Portugal, qu'on ne peut pas ne pas être là. La Côte d'Ivoire est un pays fortement religieux, tant pour les musulmans que pour les chrétiens. Et pour les chrétiens, Fatima est une destination très importante. Et donc cette agence, qui est une agence ivoiro-portugaise, travaille à organiser les voyages touristiques sur le Portugal. Nous sommes une des entreprises à Portugal avec une grande gamme de produits. Nous avons des produits de pâtisserie, des conserves végétales, des conserves de fruits. Et nous avons aussi une grande catégorie avec les films pour du vin. Les journées promotionnelles du Portugal à Abidjan durent 3 jours. Elles ont pour but de faire connaître les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et au Portugal en vue de renforcer la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Dernier élément économie, le Trésor public a organisé une conférence de presse hier à Abobo pour présenter 2 nouveaux produits, les bons et les obligations. En vigueur depuis 2005, ces 2 produits ont permis de mobiliser plus de 5 milliards de francs CFA. Astou Touré. Mariam est vendeuse d'attiqués et poissons à la gare routière d'Abobo. Dans cet environnement, où rivalisent plusieurs types de véhicules de transport en commun, avec l'activité qu'elle exerce, elle gagne environ 5 000 francs CFA par jour. Ne disposant d'aucun compte en banque, son argent, elle préfère le garder à la maison. Un compte pour nous cadeau gratuit, je pense que ça sera mieux pour nous, quoi. Djeniba, quant à elle, confie son gain journalier à un particulier qui passe à le récupérer chaque jour, tout en ayant la crainte de voir disparaître toute son économie. Moi, j'ai fait tontine avec ça. Souvent, quand tu donnes l'argent, les gens vont fuir avec ça. Comme Djeniba et Mariam, elles sont nombreuses ces personnes qui exercent dans les formels et qui ne possèdent aucun compte bancaire, soit par ignorance ou par simple négligence. Pour sécuriser et permettre aux populations de se faire une épargne, l'État de Côte d'Ivoire offre des possibilités. Il s'agit de venir justement vers ces populations-là et les convaincre, les sensibiliser pour qu'elles puissent souscrire aux bons et obligations du Trésor. On a une agence de la Banque du Trésor qui existe. Et comme les souscriptions se font à travers les guichets de cette Banque du Trésor, c'est pour cela que Abobo a été choisi. Avec un taux inférieur à 20%, le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire demeure encore faible. Pour relever ce taux, la Direction générale du Trésor public lance une campagne de sensibilisation. 2 produits ont été présentés aux populations, le bon et l'obligation, avec une valeur nominale de 10 000 francs CFA et des intérêts allant de 3,75 à 8%. Nous avons l'ambition d'investir l'ensemble du territoire national pour évoquer les avantages de ces produits-là. On peut souscrire pour 10 000 francs, pour 20 000 francs, pour 30 000 francs, pour 1 million, pour 1 milliard. La cible, c'est tout le monde. Ces 2 produits en vigueur depuis 2005 ont permis de mobiliser plus de 7 milliards de francs CFA.
Ces fonds recueillis permettront de financer le développement de la Côte d'Ivoire. On parle maintenant développement avec pour destination San Pedro. Les jeunes bénéficiaires de projets dénommés initiatives dans la région ne vont plus travailler seuls. Ils seront assistés par des encadreurs, des managers ou des mentors. Sam Conan et Thérèse Tapéoboué. Le projet Initiative a démarré en octobre 2015 à San Pedro. Il comprend un dispositif de suivi et d'encadrement mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à l'attention des jeunes entrepreneurs. L'objectif est de s'assurer de la bonne exécution des fonds mis à leur disposition ainsi que de leur remboursement. Ce dispositif comprend le mentorat qui vise à donner l'opportunité à un entrepreneur confirmé de partager son expérience et adresser des conseils et orientations en direction du jeune entrepreneur. Donner des conseils par rapport à la gestion de son entreprise et puis ils feront également le point pour savoir en fonction des intrants, en fonction des produits qu'il a pu acheter, est-ce qu'il a fait un bénéfice. Le lancement de ce nouveau programme a eu lieu récemment en présence du secrétaire général de préfecture, Marie-Thérèse Okubo. Elle a invité les jeunes à suivre les conseils des anciens. Des bénéficiaires s'expriment. Il faut avoir un coach qui est le monitoring qui va permettre d'avoir des conseils. Ces conseils vont nous permettre d'agrandir et devenir comme les grands entrepreneurs. Ça va me permettre de me faire plus de connaissances et puis agrandir le marché de la mode. Aujourd'hui, sur le marché, on voit de grands stylistes, de grands couturiers. J'aimerais en faire partie. Ce programme de mentorat va s'appuyer sur une vingtaine de mentors bénévoles, chefs d'entreprise. En image au chapitre santé, 1 million de décès liés au sida dans le monde en 2016, moitié moins qu'en 2005, a annoncé ce jeudi l'ONU-SIDA, le programme de coordination de l'ONU contre cette pandémie. Le nombre de nouvelles contaminations par le VIH a lui atteint 1,8 million en baisse régulière, année après année, mais à un rythme trop lent pour parvenir à juguler l'épidémie, a ajouté l'ONU-SIDA dans son rapport annuel sur les chiffres mondiaux du sida. L'organisme s'inquiète en particulier de l'explosion de nouveaux cas en Europe de l'Est et en Russie. Et concernant justement le VIH-Sida, chez les 15 à 24 ans en Côte d'Ivoire, l'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social, a commandé une enquête qui a été publiée. Davis Oyo et Patricia Oumou Etia. Près de 70% des jeunes de 15 à 24 ans sont sexuellement actifs selon l'enquête démographique de santé, une enquête réalisée de 2011 à 2012. Ces jeunes ont des comportements à risque face à plusieurs maladies, notamment le VIH-Sida. Face à cette situation, l'agence ivoirienne de marketing social AIMAS a mis en œuvre le programme de planification familiale et de prévention du VIH-Sida. Ce programme a été matérialisé par 2 études, celle de 2012 et de 2016. Aujourd'hui, l'heure est à la restitution des résultats. Globalement, il y a eu quand même un progrès au niveau de l'utilisation systématique des condoms dans ces zones d'intervention-là de l'AIMAS. On est passé de 30,1 à 35% en 2016 des jeunes, le pourcentage donc des jeunes qui utilisent systématiquement les condoms. La prévalence sur nos sites a augmenté. On est passé de 26 à 29% donc de femmes en union qui utilisent vraiment une méthode moderne de planification familiale. Le comportement que nous promouvons, c'est l'utilisation des contraceptifs. Et nous nous sommes aperçus que les jeunes de 15 à 24 ans qui constituent notre cible primaire ont accru, et ont développé ce réflexe-là et il y a eu un accroissement de l'utilisation des condoms masculins. Les stratégies mises en œuvre par l'agence ivoirienne de marketing social ont contribué à accroître l'utilisation des condoms au cours des rapports sexuels non protégés chez les jeunes de 15 à 24 ans en milieu urbain et également à réduire le multipartenariat dans ces zones d'intervention. Pour terminer avec le chapitre consacré à la lutte contre le sida, Abidjan accueille la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. L'événement aura lieu du 4 au 9 décembre prochain. Pour toute information, rendez-vous sur le site www.icasa2017côtedivoire.org.
La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a cassé hier une décision refusant de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La Chambre d'appel ordonne à la Chambre de première instance de réexaminer sa situation. Herman Guivet. Cour pénale internationale ce mercredi. La Chambre d'appel réagit à la demande de liberté provisoire formulée par les avocats de Laurent Gbagbo. Pour rappel, les juges de la Chambre de première instance avaient refusé d'accéder à la demande de libération provisoire de Laurent Gbagbo en mars dernier. La Chambre d'appel, saisie donc par la défense, casse cette décision et ordonne à la Chambre de première instance de réexaminer sa situation. En clair, il est demandé à la Chambre de première instance de mener un nouvel examen, de nouvelles analyses du dossier de Laurent Gbagbo pour savoir si l'ex-président ivoirien, incarcéré depuis 6 ans, devrait continuer à être détenu ou devrait bénéficier d'une liberté provisoire avec ou sans condition. Précision, la Chambre d'appel ne libère pas ou ne refuse pas de libérer. Elle se prononce sur les motifs pour lesquels elle est saisie. En revanche, pour le juge, le temps de détention déjà passé par Laurent Gbagbo aurait dû être pris en considération par la Chambre de première instance. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo restera en détention jusqu'à ce que la question soit réexaminée. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité.